Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Effectivement, on parle aujourd'hui, comme disait Adeline, d'un monde qui est devenu fou. On a l'impression qu'il devient fou. Et par rapport à la justice, on entend souvent qu'on est dans un monde corrompu, où les dirigeants sont corrompus, où en fait il y a moins de morale, etc. On ne prend pas forcément du recul sur notre époque, mais on peut se dire que Platon a vécu dans des conditions très similaires aux nôtres. Pas au niveau technologique, évidemment, il n'avait pas smartphone et autre chose, mais au niveau d'une crise politique, morale, etc. Il a vécu dans des conditions un peu communes. En fait, Platon, je vous ai rappelé ces dates, il a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Il est né dans une famille aristocrate, donc en fait, il a eu une très bonne éducation, on va dire, il ne manquait de rien. Et on pourrait dire que Platon pouvait être destiné à une carrière politique, puisque même un de ses aïeuls était soi-disant Solon, du côté de sa mère, et Solon était appelé un des 7 sages de la Grèce antique, puisqu'il était législateur. Donc, ce Platon habite à Athènes, vit à Athènes, dans une période qui est assez mouvementée. En fait, il naît à la fin du siècle de Périclès. Le siècle de Périclès, c'est le siècle des Lumières, on va dire, de la Grèce antique. C'est l'apogée de la Grèce antique. C'est le siècle où on construit le Parthénon à Athènes, où il y a ce fameux homme politique Périclès, où on trouve les plus grands artistes, les plus grands penseurs. Vous avez Socrate, Platon, Aristote qui va succéder. Donc c'est un siècle vraiment d'une apogée, et Athènes est une cité la plus puissante de Grèce, et elle est économiquement très forte. Sauf que tout a une fin, et il y a les cycles de l'histoire. Et quand Platon naît, ça commence à être la décadence. Donc Sparte l'autre cité ennemie d'Athènes, va prendre le dessus. Et donc Platon va assister à la fois à une forme de démocratie, mais qui est assez corrompue, puis le passage à la tyrannie, avec la tyrannie de 30 gouvernants. Donc une période très, très instable, dans laquelle aussi les repères moraux, les repères d'idées sont très flous, en fait. Et Platon, en fait, va en fait avoir un idéal de justice et de fonder une cité juste. Mais il va arriver un événement qu'il avait peut-être pas prévu. C'est qu'il était le disciple du fameux Socrate, et Socrate va être accusé donc d'impiété et de corrompre la jeunesse. Il va être jugé et condamné à mort. Et on peut s'imaginer ce que c'est. Socrate était qualifié par l'oracle de Delphes, l'oracle de Delphes avait une importance très importante pour les Grecs, avait dit que l'homme le plus sage d'Athènes était Socrate. Socrate, il passait son temps dans les rues à questionner les gens et à essayer de trouver une forme de vie juste et morale. Et là, la cité d'Athènes et le peuple condamne Socrate, le plus sage, à mort. Et on peut imaginer un bouleversement pour Platon et pour d'autres très grand. Comment avoir confiance dans la politique? Comment avoir confiance dans le fait que on puisse changer les choses et aller vers une cité juste, quand la cité elle-même condamne un de ceux qui étaient là pour la rendre plus meilleure et faire qu'elle aille vers plus de justice. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais Platon, après cet événement, il va voyager en Italie, rencontrer les pythagoriciens en Égypte, ce qui va beaucoup aussi l'inspirer sur la forme de société et l'idéal philosophique d'une société juste. Il va fonder l'académie quand il va revenir à Athènes. Il est âgé de 40 ans. Il va fonder une école, l'académie, qui va perdurer pendant presque 1000 ans.
j'ai mis les dates, jusqu'en 529, là où elle va être fermée pour des raisons politiques, et entre autres parce que voilà, les autorités chrétiennes, entre autres, s'opposent à cette forme de philosophie. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que ça nous permet de comprendre comment quelqu'un comme Platon, qui était animé d'une ambition de rendre la société plus juste, plus philosophique, qu'elle va se détourner d'une carrière politique à laquelle peut-être il aurait été amené. Et finalement, à travers toute sa philosophie, il va développer une pensée où il va se tourner plus vers l'éducation, et avec la grande idée que finalement, pour qu'il y ait une société plus juste, il faut des individus plus justes. Si on veut une société meilleure, ça ne peut passer que par des individus meilleurs, par un être humain qui est meilleur. Et pour ça, l'éducation philosophique au sens large et la philosophie va jouer un rôle majeur. Mais ce sont pas des réformes. Il va pas chercher à faire des réformes rapides, ni à chercher une forme de révolution dans laquelle on change d'un gouvernement à l'autre. Non. Platon va chercher et c'est ce qui nous inspire beaucoup dans cette école aussi, c'est qu'il va chercher à rendre l'être humain meilleur, en tout cas à poser les bases d'une éducation pour l'être humain, pour que les changements se fassent dans le long terme. Et on peut dire que Platon n'a pas vu de ses yeux. Il a tenté des expériences en Sicile, notamment où il a essayé d'appliquer sa philosophie à Syracuse. Il était très ami avec le fils du gouvernant Denis de Syracuse. Son fils s'appelait Dion. Il a conservé toute sa vie cette amitié, mais malheureusement, quand il a commencé à poser trop de problèmes, que le gouvernant, enfin le tyran Denis, a vu qu'il avait plus forcément sa place en tant que gouvernant de la cité, il va vendre Platon comme esclave. Et oui, c'est pour dire que c'est certes un penseur, un grand penseur, mais il a aussi vécu des épreuves, et un aventurier, on peut dire. Bon. Et il a tenté de faire cette cité idéale. Mais ça a inspiré aussi pendant des millénaires, en fait, sa philosophie va inspirer nombre de penseurs jusqu'à l'Antiquité tardive, la Renaissance et encore aujourd'hui. Alors, sans trop s'attarder, Platon va parler de la politique dans plusieurs de ses dialogues. Vous savez qu'il écrit toujours des dialogues où il fait intervenir Socrate, qui parle avec différents interlocuteurs. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur un des dialogues les plus connus et les plus longs, qui est la République. La République de Platon, elle a pour thème principal la justice. Qu'est-ce que la justice? Et le bien commun. Finalement, on pourrait dire que c'est là où Platon pose les bases vraiment de son idéal de la cité juste et de la cité qui vise le bien. Alors, on va pas faire un résumé de toutes les idées de la République. Sur YouTube, il y a des super résumés, mais on va s'attarder sur la notion un peu de justice et de comment on peut rendre la société plus juste, chercher à ce qu'elle soit plus juste. Et c'est pas si facile. Dans le livre 2 de la République, Platon, ou plutôt Glaucon, qui est le frère de Platon, qui intervient dans le dialogue, raconte une histoire, en fait, pour montrer que nous serions peut-être portés naturellement à l'injustice, et que la justice n'a rien d'évident. Il raconte cette histoire, peut-être certains la connaissent, de l'anneau de Gygès. Alors je vais vous la raconter rapidement. Gygès, c'était un berger d'une contrée de Grèce. Et un jour, alors qu'il faisait paître ses troupeaux, un grand orage éclate, la foudre tombe, la terre se craquelle, et apparaît un trou béant dans la terre. Gygès s'approche, il voit là une sorte de grand homme qui est allongé, semble un cadavre, mais de grande taille, qui porte un anneau d'or au doigt. Alors il s'approche, il descend dans le trou, par curiosité. Il prend l'anneau,
et il le garde avec lui. Et puis à un moment donné, sans réfléchir à rien, il tourne l'anneau, la bague à son doigt, et quand il la tourne, il s'aperçoit que ses compagnons qui étaient autour de lui commencent à parler de lui comme s'il était parti, comme s'il était plus là. Alors il se dit, mais je suis devenu invisible. Il recommence l'expérience, et il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il tourne l'anneau sur son doigt, il devient invisible. Et alors là, il va se rapprocher de la cour du roi, et il va se faire accepter auprès de la cour. Il va réussir à s'introduire grâce à cet anneau, toujours, grâce à s'introduire auprès de la reine, à la séduire, et finalement à comploter avec la reine pour destituer le roi, enfin plutôt tuer le roi et prendre la place du roi. Donc ce berger de Lydie, Lydie c'est une contrée de Grèce, ce berger qui est Gygès, homme du commun, avec cette faculté de se rendre invisible, finalement commet les crimes, les plus grands crimes. C'est une manière pour Glaucon, donc Glaucon qui raconte cette histoire dans la République, finalement essaie de dire que si nous n'avions pas des punitions, ou si nous n'avions pas si nous n'étions pas, je trouve pas les mots, réprimés, merci, finalement, l'homme le plus juste de la terre, que ce soit le plus mauvais ou le plus juste, finirait par succomber à ce désir de pouvoir ou de richesse, et finirait par tomber dans l'injustice. Donc ça peut nous faire réfléchir effectivement, est-ce que l'être humain est juste par nature? Est-ce qu'il y a une part de justice en lui ou pas du tout? Et en tout cas, ce que semble nous dire Platon, c'est que l'injustice, la tentation de l'injustice, de la corruption, de la malhonnêteté est très forte en nous. Mais bon, Platon ne se décourage pas pour autant. Je vous passe quelques explications et dialogues de la République pour arriver à une idée qui est essentielle dans la République. C'est que finalement, pour trouver la justice, il va falloir se tourner vers l'idée du bien et l'idée de la justice elle-même. Alors, on peut lire cette phrase, qu'il n'y ait pas de plus important objet d'étude que la nature du bien. C'est une chose, au moins, que tu as souvent entendue, car c'est précisément en recourant à cette nature que toute action, juste ou autre action analogue, en vienne à rendre service et à être utile. Alors cette phrase est importante parce que je vous passe beaucoup d'explications, mais il faut comprendre que Platon, dans la République, va essayer de définir la justice, pas seulement par rapport aux actes justes, ou à comment faudrait-il rendre la justice, quelles institutions, quelles lois faudrait-il, qui est une forme de justice extérieure, mais essayer de voir en quoi nous pouvons être justes, guidés par l'idée du bien. Finalement, cette idée du bien, de faire le bien, pour lui rejoint celui qui comprend l'idée du bien, va être également juste. Et ça nous amène à une conception de la justice qui est dans l'être humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que mon action est juste? Quelle intention, quelle posture, on pourrait dire, fait que je suis dans le juste ou pas? Parce que finalement, poser des critères de justice, ceci est juste, ceci est pas juste, c'est souvent assez relatif. Si je prends un exemple, par exemple, quelqu'un commet une faute, disons voler quelque chose, voilà, sur un étalage, est-ce qu'on va avoir la même réaction si c'est un enfant de 10 ans ou si c'est un adulte, et si cet adulte en plus, mettons, est quelqu'un qui a des responsabilités publiques, qui est un homme politique,
dirigeant et qui, normalement, se doit d'être exemplaire. Je dis normalement. Vous voyez, donc, comment, dans ce même cas qui est volé quelque chose, est-ce qu'on va avoir le même jugement, justement? Et finalement, ce sont des critères qui demandent soi-même de se positionner, d'être juste soi-même. Ce qui va amener Platon en fait, à faire une analogie entre la justice qui est à l'intérieur de nous-mêmes et la justice dans la cité. C'est-à-dire que Platon va chercher comment est-ce qu'on peut être juste par rapport à soi-même. Et là, il y a une image, un autre mythe que je vais vous raconter rapidement, qui va nous aider, qui est le mythe de l'attelage ailé. Certains connaissent ? Certains, oui, ont déjà suivi les cours. Ce mythe de l'attelage ailé, il le raconte, il le récupère dans la République, mais il le raconte dans un autre dialogue qui est le Phèdre. Il nous raconte que l'âme humaine, donc à l'intérieur de notre âme, la psyché en grec, elle ressemble en fait à un attelage ailé avec des ailes, dans lequel il y a un cocher, vous voyez derrière moi, et 2 chevaux, un cheval blanc et un cheval noir. La partie, le cocher va correspondre en fait à la partie rationnelle qui est en nous-mêmes, c'est-à-dire la raison. On peut situer symboliquement, ça serait la tête et la pensée, ce qu'il y a de plus élevé dans l'âme, et pour les Grecs, pour Platon, ce qui est le plus proche du ciel et des dieux, la partie la plus divine en l'homme, le siège de la raison. Le cheval blanc, lui, représente la partie qu'on va appeler irascible. Irascible, c'est la racine du mot qui donne colère, mais aussi que Platon va associer à la qualité du courage, comme on va voir après. On pourrait l'associer au cœur, symboliquement. Je parlais de la tête, là c'est le cœur. Le cheval blanc, c'est celui qui est disposé à aller dans la bonne direction, qui est disposé à se mettre au service de ce qui est juste, de ce qui est bon, à condition que le cocher qui représente la raison, je ne sais plus si j'ai dit, le cocher représente la raison, qu'il guide bien l'attelage. Et enfin, ce cheval noir représente la partie la plus instinctive que Platon va appeler concupiscible, c'est-à-dire la partie désirante, qu'on peut associer au ventre, à la partie plus instinctive, ce qui est l'envie de manger, l'envie d'assouvir des choses qui nous manquent. Bon, disons que cette image de l'attelage est assez explicite, puisque ça veut dire qu'en nous-mêmes, pour nous guider nous-mêmes, il y a des tensions dans cet attelage, des tensions entre des parties qui n'ont pas la même manière de fonctionner. Il y a une partie qui est instinctive, qui va vouloir jouir des choses, qui va vouloir assouvir des plaisirs, des désirs, etc. Il y a une partie qui est plus, disons, encline à suivre à s'élancer vers le haut, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un attelage ailé. Et donc, cette partie, elle est logée dans le cœur. C'est le cheval blanc qui, lui, va suivre les indications du cocher. Tandis que le cheval noir, il va plus aller brouter où il a envie, s'il n'est pas bien cadré. Et la raison, c'est la partie, comme je disais, la raison, c'est celle qui doit voir et diriger vers où elle veut amener cet attelage, vers les finalités que l'on dessine. Alors bon, c'est résumé, un peu ce que je vous ai dit, c'est résumé dans ce tableau, mais vous pouvez trouver ça facilement aussi sur Internet. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, même s'il y a des tensions dans cet attelage, chaque partie, il n'y a pas une partie qui est mauvaise. Il n'y a pas la partie mauvaise et la partie bonne. Il y a une partie qui est plus en lien avec l'animalité, avec le côté physique, l'appartenance à la terre. Et il y a une partie qui est plus céleste. Mais entre les deux, l'être humain est comme dirait beaucoup de sagesse, entre la terre et le ciel.
entre les instincts les plus animaux, les plus bestiaux, parfois, et c'est ça qu'on voit parfois de l'être humain, et entre une grande noblesse et une capacité à s'élever vers les idées, à s'élever vers ce qu'il y a de plus spirituel. Et c'est aussi ça que nous montre cet attelage. C'est ces tensions qu'il y a dans l'âme humaine. Mais toute la beauté qu'il y a chez Platon, c'est que comment on va harmoniser tout ça? Comment on va faire pour que chaque partie de l'âme puisse se trouver sa qualité pour faire un ensemble harmonieux, pour qu'on puisse se sentir un, trouver notre unité et être en harmonie. Et on y reviendra après, mais pour Platon, il fait l'analogie avec la cité. C'est-à-dire que, de même qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on doit harmoniser des parties contradictoires, dans la cité, on va devoir harmoniser en permanence des parties contradictoires, qui sont analogues à celles de l'âme humaine. Alors on va voir un peu quelles sont les qualités que cet attelage doit avoir. Les qualités, je fais une petite parenthèse, les qualités, les anciens philosophes les appelaient vertus. La vertu d'une chose, c'est un mot un peu désuet aujourd'hui. La vertu, vous savez, quand on dit la vertu d'une plante, c'est son essence, c'est à la fois son essence et ce qu'elle produit. Si on dit, voilà, la lavande, par exemple, a une vertu apaisante, si je me trompe pas. L'ortie a une vertu urticante. Bon, c'est que c'est le pouvoir quelque part que cette plante elle a. Et les vertus sont les forces, si on veut, de l'âme humaine. Et donc pour Platon, il y a différentes vertus qui sont quatre vertus qui sont attachées à cet attelage que vous voyez là: la modération, le courage, la sagesse et l'harmonie, vous allez voir, qui est équivalente de justice. Donc, vous allez peut-être pas tout saisir au premier abord, mais c'est très intéressant de réfléchir à cet attelage pour voir qu'est-ce que représente la justice, l'harmonie, et comment on y arrive. Pour arriver à la justice, dit Platon, il nous faut donc les trois vertus associées à chacune des parties de l'âme. La première, c'est la modération. Elle va être attachée à quelle partie de l'âme, selon vous? Bon, vous voyez que c'est un des chevaux, c'est le cheval blanc ou le cheval noir? Le cœur, vous êtes d'accord? C'est le cheval noir qui représente plus l'attachement au corps, c'est-à-dire la partie désirante. Justement, cette partie qui a envie de tout assouvir, d'aller, comme quand on a super faim et que il y a quelque chose qui nous passe sous le nez ou qu'on voit un resto, j'ai envie d'y aller, je réfléchis plus, ou bien je sens que j'ai assez mangé, que je suis à la fin du repas, vous allez me dire, je parle beaucoup de nourriture, je dois avoir faim, et qu'on décide quand même de manger un peu plus, moi ça m'arrive souvent, eh ben, en fait, c'est qu'on se laisse aller dans l'excès. Et les Grecs avaient très peur de l'excès, qu'ils appelaient l'hubris, qui est le fait, qui fait qu'on va dans la démesure. Et que si on se laisse aller à cette partie de l'âme, on va dans la démesure. On quitte le juste milieu, qui est justement la tempérance ou la modération. La tempérance, c'est tempérer, hein. C'est le fait de toujours, hop, pas d'excès. Si je sens que je vais dans un excès, j'essaie de me tempérer, d'harmoniser. Et bon, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport au monde dans lequel on est, hein, pour faire un parallèle sociopolitique, pas rester que par rapport à l'individuel, mais par rapport à notre monde. On peut se questionner, notre monde applique-t-il cette vertu de la tempérance, hein, par rapport à tous les problèmes écologiques aujourd'hui qui sont très importants. Et justement, pour enfoncer un peu le clou, est-ce que si on n'appliquait pas cette tempérance davantage en nous-mêmes, est-ce qu'on n'aurait pas justement un monde qui aurait moins de déviance contre la nature, enfin de souiller la nature, si on appliquait déjà en nous-mêmes davantage cette tempérance par rapport à voilà toute la société de consommation, au fait de toujours désirer plus et de produire et de jeter. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses, mais Platon
ce qui nous invite à réfléchir, c'est à revenir à nos comportements de base et à ce qui fait qu'en nous, les choses peuvent nous amener vers le juste ou vers l'injuste. Donc ça, c'est la première vertu, la tempérance. La deuxième vertu, c'est le courage qui est associé donc au cheval blanc. C'est-à-dire, ce cheval n'est pas... Sa vertu, c'est le courage, mais il peut aussi dévier. Il peut aller dans la colère. C'est la partie irascible, hein, associée au cœur, mais elle peut, si elle n'est pas bien gouvernée, se dévier. Mais si elle est bien canalisée, on va dire, cette force de l'âme, elle donne le courage. Mais pour Platon, le courage, c'est pas la témérité. C'est vrai que c'est aussi savoir aller au-devant du danger, de savoir prendre des décisions difficiles, mais c'est pas que ça. Pour Platon, le courage, il est synonyme de force d'âme, force de caractère. C'est ce qui fait, c'est la phrase qu'il y a là, que en toutes circonstances, on garde dans son âme le jugement droit et conforme à la loi. Qu'on soit dans des conditions de danger, où on est en danger, dans des conditions où on pourrait être corrompu, ou on garde une rectitude d'âme. Et donc, cette vertu est très importante, parce que ça veut dire que c'est celle qui va préserver finalement de la tentation de se corrompre, de choisir la facilité au lieu du devoir. Et le courage, c'est aussi la racine cœur. Hein. Le mot courage, il vient de la racine latine cœur, cordo. Et c'est ce qui fait que l'âme peut s'élever vers sa partie la plus noble, qui est représentée par le cocher, qui est la raison. C'est un peu ce qui donne les vertus aussi d'honneur, de sens du devoir. C'est là que va finalement avoir les impulsions les plus nobles qui permettent d'aller vers ce qui est juste. Et pareil, si on applique au niveau sociopolitique aujourd'hui, on peut se demander, dans quelle mesure nous-mêmes on applique le courage dans notre vie, mais aussi dans la société. Est-ce que les personnes qui ont des responsabilités publiques font preuve de courage, d'incorruptibilité et de force d'âme? Bon, je vous laisse réfléchir. La troisième vertu, en lien donc avec le cocher, la raison, c'est la sagesse ou prudence. Donc là, c'est la prudence, c'est pas la prudence au sens où j'ai peur d'y aller, je suis un peu timoré, non. C'est la prudence dans le sens de réfléchir, d'une réflexion avant l'action. Et pour Platon, c'est une vertu qui est peut-être plus difficile que les autres parce qu'elle demande une maturité de l'individu. C'est celle aussi qui va être la plus importante pour ceux qui gouvernent. Puisque c'est la capacité, et c'est le sens de la phrase, de pouvoir juger des choses, pas seulement par rapport à soi, mais par rapport à la cité tout entière. De délibérer, je vous cache pas l'écran, délibérer des questions par rapport à la cité tout entière et de savoir quelle est la juste décision à prendre ou pas. Donc c'est une capacité de discernement, hein, de discerner ce qui est bon, pas bon, et c'est jamais facile, surtout pour ceux qui dirigent. Il y a toujours, il faut avoir une finesse de jugement. Donc, c'est sagesse ou prudence, hein, on peut le traduire. Si ces trois vertus sont appliquées, autrement dit, si cet attelage de l'âme est en ordre et que chaque partie agit dans ce qui lui est propre par rapport à sa vertu et joue son rôle, si chaque partie joue son rôle, on va avoir justement la justice, c'est-à-dire l'équilibre dans l'âme. Au lieu que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, au lieu que
nos appétits, entre guillemets, c'est-à-dire nos désirs, nos impulsions spontanées, dirigent notre vie, ça serait l'âme qui est pas ordonnée de manière juste. Au contraire, si chaque chose est à sa place et que la raison nous guide avec les impulsions du cœur et qu'on agit et qu'on sait se tempérer, on va arriver à la justice. Et pour Platon, la justice est synonyme d'harmonie. C'est-à-dire c'est comme dans la musique. Dans la musique, il y a des instruments différents si on joue dans un ensemble. Et même dans une musique, il y a différentes notes, mais qui ensemble, séparément, bon, elles ont des différences, mais ensemble, elles créent une harmonie. Et c'est de la différence que crée l'harmonie. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est intéressant à réfléchir, parce qu'on a tendance souvent à, je vais pas trop développer là-dessus, on pourra peut-être en parler après, mais à confondre un peu la justice et l'égalité. Et en se dire, voilà, si tout le monde est égaux, c'est juste. Si une société où tout le monde est... Mais est-ce que ça existe, une société où tout le monde, où tous les individus sont égaux? Je pense que non. Et heureusement. Donc la quête de justice, c'est une quête d'harmonie dans la différence. C'est une quête d'unité dans la diversité. Que ça soit en soi-même, pour comprendre les différentes parties en nous-mêmes qui peuvent se confronter et donner à chacune sa juste place, mais aussi dans le collectif. Si chacun apporte ce qui lui est propre et sa qualité propre, alors il peut naître une harmonie dans la société. Comme dans une musique, avec des instruments différents, s'ils sont bien placés et si on joue ensemble par rapport aux caractéristiques de chacun, il va se dégager quelque chose. Je pense qu'avec les Jeux Olympiques dernièrement, on a eu des beaux exemples aussi de voir que quand une équipe est bien coordonnée et quand chacune des parties, enfin des équipiers donne le meilleur de lui-même, ça crée parfois une synergie et un collectif qui est beaucoup plus fort, qui dégage à la fois une harmonie mais une force importante. Alors pour pas que ça reste tout ça juste abstrait et aussi pour faire une petite pratique philosophique et donc s'aérer un petit peu l'esprit. Donc Platon donne lui-même cet exemple de musical par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire cette harmonie entre les trois parties de l'âme. Il explique que effectivement, c'est comme dans une harmonie musicale, l'harmonie entre des notes ou des individus qui vibrent à des degrés différents, de façon différente, ou qui n'ont pas les mêmes qualités. Donc c'est très intéressant aussi, je pense, la musique pour voir quand on veut s'accorder pour chanter, pour jouer. Et on sait que c'est pas facile de jouer ensemble, parce que ça demande à la fois de savoir exprimer la note au juste, ou de savoir jouer d'un instrument, et aussi de se coordonner avec les autres. Et c'est là la difficulté aussi de cet idéal politique, que chacun puisse donner la note juste, donner le meilleur de lui-même, et en même temps s'harmoniser avec les autres. Et comme disait Daniela, c'est très intéressant, c'est qu'en même temps, si on a cet objectif-là, si c'est ça le projet de société, on arrive à s'ajuster. Et ceux qui ont telle qualité apportent ce qui manque à certains, et inversement, les autres donnent certaines qualités aux autres. Mais encore faut-il avoir un projet de société ou un idéal de société qui nous amène vers cet idéal d'unité dans la diversité. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, ou idéal de justice, si vous voulez. Mais comme on va le voir à la fin aussi, ça demande d'être un petit peu philosophe. Bon, alors tout ça est très beau, mais Platon n'est pas non plus un utopiste, et ce qui est très intéressant avec Platon, c'est qu'il parle aussi des altérations de l'âme, c'est-à-dire quand l'âme se corrompt et que ses qualités ne sont pas là,
il y a une altération. Et il va donner différents niveaux d'altération qui peuvent survenir voilà, dans toute société. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous renvoyer à la société d'aujourd'hui. C'est qu'il y a des mécanismes que déjà Platon a pu voir à son époque, qu'il a pu comprendre, et qui sont dans la société d'aujourd'hui aussi. Alors, quelles sont ces 4 altérations de l'âme? On va passer un petit moment sur chacune. Platon nous dit qu'à un moment donné, il peut arriver, même quand la société et le collectif est dans une certaine justice, dans une certaine harmonie, c'est-à-dire qu'il est guidé par l'ambition de donner le meilleur de soi, l'excellence, il peut arriver d'abord dans l'âme la jalousie. Alors qu'est-ce que Platon entend par la jalousie? C'est le fait qu'à un moment donné, je vais envier quelque chose chez l'autre, ou je vais envier, pourquoi pas, une autre partie de la société. Mais d'où vient la jalousie? Elle vient du fait que, finalement, je ne trouve plus en moi ce qui me rend heureux, ce qui me donne le sentiment d'être utile et de m'épanouir. Et à ce moment-là, je vais commencer à désirer ce qui est à l'extérieur de moi, à le voir pas comme quelque chose qui peut m'inspirer, mais je désire ce que j'ai pas, mais je le vois à l'extérieur de moi. Et c'est une sorte de vide intérieur presque. C'est quand on n'a plus le sentiment d'être comblé, de trouver le sens dans ce qu'on est, et qu'on commence à vouloir ce qui est à l'extérieur. Et la jalousie va amener à une forme d'avidité, c'est-à-dire du fait qu'on n'est plus comblé à l'intérieur de soi, on va commencer à vouloir de plus en plus. Mais j'ai oublié de dire quelque chose que précise Platon par rapport à la jalousie, c'est que une société qui serait gouvernée un peu par cette carence, on va dire, qui est la jalousie, cette altération, donnerait une société dans laquelle on va chercher les honneurs, dans laquelle ce qui est important, c'est pas ce que je suis vraiment, mais ce que je montre, c'est pour ça, vous voyez, j'ai bien aimé cette image avec le petit trophée, parce que c'est celui qui montre le plus. C'est-à-dire on a perdu l'aspiration à la justice, l'aspiration à faire le bien en soi et autour de soi. C'est très fort, hein, quand c'est à méditer, parce que pour Platon, c'est la racine de ce qui fait qu'une société se corrompt. Et donc, je disais, la jalousie va donner l'avidité, qui est le fait qu'on va vouloir toujours plus. Et ça donne aussi l'avarice, qui est le fait de garder. Et cette altération de l'âme va donner dans la société, une société dans laquelle certains s'enrichissent de plus en plus au détriment d'autres. Donc une société où les écarts de richesse, les écarts sont de plus en plus grands. Platon appelle ça l'oligarchie. D'ailleurs, il y en a certains qui ont l'argent et donc le pouvoir, et d'autres qui ne l'ont pas. Ça crée aussi une fracture sociale. Et ça amène donc tout droit à la troisième, qui est le désengagement, qui est finalement que, vu qu'on n'est que dans une quête de l'avoir et qu'il y a en fait, chacun va quelque part se désengager du lien collectif, et même Platon dirait du lien cosmique, c'est-à-dire on se sent plus appartenir à plus grand que soi, et on se replie sur soi. Une forme, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'individualisme. Mais qui se traduit aussi par une forme de désengagement. C'est-à-dire, je peux plus me mettre au service de quelque chose qui me dépasse, je ne peux plus, je ne suis pas sensible à ce qui est juste et à mon devoir, mais seulement à ce qui me plaît. Et cette quête d'avoir, hein, si on revient à l'avarice, ce désir de posséder donne finalement une société où on jouit, et ce qui devient le plus important, ce sont mes plaisirs, mon petit bien personnel. Et c'est quelque chose que Tocqueville, je sais pas si je fais un parallèle avec Tocqueville, qui est un
philosophe, sociologue dans les années 1800, au début de la démocratie américaine, aux États-Unis, qui écrit De la démocratie en Amérique. C'est intéressant parce qu'il analyse justement comment la société, petit à petit, les gens se tournent vers leur entourage proche, leur petit bien personnel, et que toute leur vie est orientée vers ça, et moins vers le bien de la société en général. En gros, arrivé là, le désengagement, le bien collectif n'a plus aucun sens. C'est une abstraction, au mieux. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette image aussi, parce que, en fait, il y a tout le monde, ils ont des petits mois sur le t-shirt, et il y en a un qui dit « les autres ont des droits », et eux, ils répondent « on s'en fout ». Donc, c'est aussi quelque chose qu'explique Platon, c'est que cette forme de société qui est gouvernée par le plaisir et voilà, une forme de repli sur soi, va constituer une masse, mais pas une masse, comment dire, éclairée. C'est plutôt chacun est dans sa bulle, mais on fait masse. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est... Et tout ça va conduire à la servilité. Et la servilité, ce qui va amener ce que Platon appelle la tyrannie. C'est-à-dire que l'individu étant livré à lui-même, à ses plaisirs, à ses désirs, à un moment donné, cette société ne peut pas fonctionner comme ça, et il se crée un besoin d'ordre, et en fait chacun devient un peu esclave de lui-même, presque. Et ce qui fait que ça amène une forme de servilité, et que c'est là que le tyran, ce que Platon appelle le tyran, aujourd'hui on appelle ça... un dictateur, merci, je cherchais le mot, un despote, va prendre le pouvoir pour lui, et non pas pour le bien collectif. Et souvent, Platon le dit comme ça, au début il va apparaître très doux, parce qu'il va ramener l'ordre, parce qu'il va permettre de rassurer, parce qu'il va savoir utiliser la force aussi, et on peut voir des situations politiques comme ça, c'est très classique, mais petit à petit il va évincer ce qui le dérange autour de lui, et tout ce qui va dans le sens de quelque chose qui remettrait en cause son pouvoir est évincé. Bon, c'est une définition un peu, disons, le prototype, si vous voulez, du tyran que dessine Platon, mais c'est intéressant de voir que pour Platon, c'est l'individu, c'est la grande fragilité morale, la fragilité intérieure de l'individu qui amène ce type de société. Et c'est pour ça que j'ai pris l'image d'une cage, parce que finalement, c'est l'âme qui est enfermée en lui-même, en elle-même. C'est-à-dire que l'individu devient esclave un peu de lui-même, au lieu de pouvoir exprimer ce qu'il a de meilleur, comme on voyait tout à l'heure. Donc finalement, ça nous montre comment sortir de ça, comment sortir de cet état des choses. Quand on arrive à l'altération, aux différentes altérations de l'âme, eh bien finalement c'est l'éducation. L'éducation au sens large, disons, pas seulement éduquer les enfants ou voilà, dans un programme de la jeunesse. L'éducation au sens de chercher à rendre les individus meilleurs tout au long de la vie, et c'est finalement par un idéal qui rende les êtres humains meilleurs qu'on va pouvoir repartir à partir de l'individu. Comme je disais au début, si vous voulez, que Platon, comme d'autres aussi philosophes, ne croit pas au fait qu'on peut changer les choses d'un coup. Parce que même si on changeait le régime politique ou les lois ou qu'on fait une révolution, bien souvent on s'aperçoit dans l'histoire que s'il n'y a pas un vrai changement intérieur, les choses reviennent un peu où elles en étaient. Et qu'il faut un changement intérieur pour que les choses puissent changer vraiment. Alors, j'ai mis l'allégorie de la caverne que certains doivent connaître, c'est sûr. On ne va pas développer, mais c'est pour dire que, justement, Platon, au livre 6, à peu près à la moitié de la République, quand il va parler de l'éducation, il va parler de cette allégorie de la caverne. C'est-à-dire que, pour sortir, finalement,
de ses propres illusions, de ses propres opinions pour aller vers le juste, le vrai, mais aussi pour sortir des illusions de la société et de tout ce qu'il peut y avoir de trompeur. Il faut que chaque individu, moins ceux qui prennent conscience, fassent ce chemin pour sortir de la caverne, qui est un processus pour se mettre au monde soi aussi, en fait. C'est-à-dire sortir de la caverne et, comme dirait Platon, arriver jusqu'à la contemplation du soleil, qui est l'idée du bien. Mais pas pour rester dehors et contempler comme un philosophe qui a vu la beauté du monde et la beauté des idées, et qui resterait là tranquille. Non, pour Platon, c'est le rôle du philosophe, c'est de redescendre dans la caverne, c'est-à-dire qui peut représenter à la fois le monde et la société, et le domaine de l'action, et en fait, il s'agit de se mettre au service de la cité. Que celui qui a une conscience de ce qui est juste et qui comprend avec plus de recul le fonctionnement, son propre fonctionnement et celui de la société, doit pouvoir se mettre au service du collectif. Et on parle du philosophe roi, parfois, que Platon voulait le philosophe roi, parce qu'il disait que tant que les philosophes ne seraient pas rois ou les rois philosophes, il y aurait pas vraiment de cet idéal de justice ne pourrait pas s'appliquer. Et finalement, c'est un idéal éducatif, en fait. Et c'est surtout parce que le philosophe, par rapport à la question du pouvoir, le philosophe, selon Platon, est celui qui aura le moins envie de gouverner. Et c'est pour ça qu'il faut presque le pousser pour re-rentrer dans la caverne, et sinon il préférera rester dans des occupations qui le mêlent pas aux difficultés de la vie, aux difficultés du vivre ensemble. Mais c'est celui qui est le plus à même de gouverner parce qu'il désire pas gouverner pour lui, mais par rapport à ce qui est juste. Disons que cette ascension au dehors de la caverne dont parle Platon, c'est l'ascension vers l'idée du bien qui représente le soleil, et qui est en lien aussi avec le juste, le bon, le beau, le vrai, et que ça nous rappelle, je pense, qu'en fait, il ne peut pas y avoir de société ni de civilisation humaine s'il n'y a pas un idéal de bonté, s'il n'y a pas un idéal de bonté ou de justice qui nous pousse, qui nous tire plutôt vers le haut, pour chacun grandir et que la société ait, que le collectif ait un idéal commun. Et ça paraît très ambitieux dans le monde aujourd'hui, mais je pense que vu que l'état du monde actuel, et qu'on se rend compte de plus en plus des difficultés, qu'on a besoin de retrouver des grands idéaux pour aller vers une société meilleure. Et je terminerai par une phrase de Saint-Exupéry, que j'aime beaucoup et qui, avait toujours dans sa mallette justement la République de Platon. Saint-Exupéry voyageait beaucoup, c'était un homme assez extraordinaire, au-delà d'être écrivain, diplomate, homme d'action, pilote, etc. Et apparemment, il avait toujours une valise avec certains livres dans ses voyages, et Platon, la République, en faisait partie. Et il a écrit, à la fin de sa vie, Saint-Exupéry, plein de notes, très gros recueil, qui n'a pas été publié de son vivant, qui s'appelle Citadelle, qui a été publié un peu après sa mort, qui est le même idéal que Platon. La citadelle, pour lui, c'est la cité juste. Et j'aime bien cette phrase qui dit « Si tu veux construire un navire, ne rassemble pas des hommes pour aller couper du bois, préparer des outils, répartir les tâches et organiser le travail, mais enseigne aux hommes la nostalgie de l'infini et de la mer. » Et la philosophie est aussi une forme de philosophie pour revenir à l'essence des choses, pour revenir à ce qui est vrai, à ce qui est juste dans cette compréhension, et pouvoir ainsi commencer des relations plus profondes, plus authentiques avec les autres. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire dans cette école de philosophie de Nouvelle Acropole. Et c'est pour ça que aussi la philosophie de Platon nous inspire beaucoup. Parce que c'est revenir un peu à l'essentiel, pour sortir un peu de ce monde de folie. Merci.